Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier podcast de l'année 2020. Ça sent la rétrospective à plein nez et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va se poser tous ensemble et on va parler de ce que nous avons préféré sur l'année, de ce qui va venir en 2021. Et donc aujourd'hui, nous sommes quatre. C'est un épisode qui va être extra size, 2 fois plus long que d'habitude. Donc je suis Timo Masson et nous avons ensemble autour de la table, comme d'habitude, nous avons Max Chouino. Salut Max. Salut! Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très très bien. Et toi? Moi, ça va plutôt bien et aujourd'hui, je suis assez content parce qu'on a aussi 2 autres membres de l'équipe Univers des comics avec nous. Alors, vous l'avez déjà entendu 2 fois, on a Marlon Jousset Bonjour, c'est moi, effectivement. et à côté, on a aussi, pour la première fois dans le podcast, Aude Labrie. Salut, première fois. Super contente. Ça se voit pas, Yeah! mais je souris en fait. Alors, à partir de maintenant, on va tous décrire notre expression faciale à chaque fois qu'on dit C'est Ça va ça. être très long. Donc, je vous propose de commencer directement avec peut-être l'une des catégories parmi les adaptations de comics qui est la plus, on va dire, la plus évidente et la plus mainstream, ce sont les films. Alors, on a eu une année un petit peu particulière hein, parce qu'on a eu finalement très peu de films au cinéma. Bah, vous connaissez tous la situation actuelle, hein, coronavirus, il a décidé de s'installer. Et on va donc parler du meilleur film adapté de comics selon nous. Alors, on va poser la question à Aude, vu qu'elle est là pour la première fois ici, et à Max notamment. Alors, Aude, quel est pour toi le meilleur film adapté de comics cette année? Sortie ciné qui était plutôt absente cette année. Moi, je me suis orientée vers une sortie, un film à animation. J'ai choisi Superman Red Son. Je sais pas si vous l'avez vu. Si. Ouais. Et voilà. Et je l'ai choisi pour deux raisons principales. La première, c'est qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui est très très fan de Superman. Et je l'ai regardé pas forcément avec une grosse envie, mais bon, on était en confinement et du coup, bah, j'ai regardé le film et ça m'a plutôt surprise. J'étais plutôt agréablement surprise. Et la deuxième raison, c'est parce que j'aime bien la guerre froide. Tu vois, c'est une période qui m'intéresse beaucoup et du coup, j'étais plutôt servie avec ce film. Voilà, je l'ai choisi pour ces deux raisons et pour le côté un peu original de mes choix, de mon choix. Yes, donc on est plutôt parti sur un film animé. Ouais, voilà. Max, t'es aussi sur un film animé? Bah, du coup, dans les films en live action, c'est compliqué parce qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. Si c'était que du live action, j'aurais dit, ce qu'on attend avec impatience cette année, Wonder Woman 1984. Heu, mais comme il est pas encore sorti, j'en attends beaucoup, mais je ne sais pas quoi en penser. Par contre, dans les films sortis, animés, il faut que ça soit adapté de comics. Donc à la base, j'étais parti sur Justice League, Dark Apocalypse War, mais ce n'est pas adapté d'un comics, même s'il est, sorti de la Justice League Dark. C'est pas une histoire, sortie d'un comics. Donc je serais parti sur une histoire de Superman avec Man of Tomorrow, où j'ai, beaucoup aimé le dessin, la façon de raconter l'histoire, le casting vocal, qui était vraiment très, très réussi, j'ai trouvé, et l'histoire qui est quand même, très simple, des débuts finalement de Superman avant qu'il soit Superman, quand il était juste, l'homme de demain. Et voilà, c'est une histoire sans prétention, mais qui fait le taf et moi qui m'a énormément plu. Et toi, Timo? Alors, moi, je m'étais moins restreint, j'avoue, j'étais parti sur Justice League Dark Apocalypse War, mais ça, c'était mon propre avis. Marlon, t'étais aussi resté sur un film animé? Ouais, j'étais aussi sur Justice League Apocalypse War, ouais. Voilà, bah, je vois qu'il a marqué pas mal les esprits, Mm. Tout c'est à fait. cool. Alors, je trouve que nos choix sont assez intéressants parce que c'est peut-être la première année, enfin après on l'a jamais fait avant, hein, mais je crois que c'est la première année où on est sans se concerter tombés tous sur un film animé. Alors c'est assez marrant comme situation, enfin entre guillemets, hein, parce que la source de cela, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films au cinéma, donc ça c'est clairement pas marrant. Mais ici, ben, Aude, justement, tu avais parlé que c'était un choix assez particulier. En quoi pour toi c'est un choix justement un peu particulier et le fait on nous soit tous tombés dessus, ça relève de quoi tout ça? Ça relève de la situation, clairement. Les salles de cinéma sont fermées. La plupart des films sont renvoyés en 2021 dans le meilleur des cas et un peu plus loin pour ceux qui ont moins de chance. Donc, on s'est tous tournés vers l'animation qui est disponible soit sur des plateformes de vidéo streaming ou
légal ou non, donc parce que ça relève de ça, hein, clairement. Mmh. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ouais, non, je pense que tu as raison et puis après ici, on a justement la montée du streaming qui a encore plus bénéficié de la situation actuelle. En streaming, ce qui marche beaucoup, ce sont les séries aussi. C'est vrai. Voilà, bon ça, on le connaît, c'est là que le terme de binge watching est sorti il y a maintenant quelques années avec la montée de Netflix. On va parler séries maintenant, vu qu'il y en a pas mal qui sont adaptées de comics également. On va faire la distinction entre les séries existantes, donc j'entends par là celles qui n'en sont pas à leur première saison et les pardon et les nouvelles séries. Donc ici, donc pour la meilleure série existante, tout d'abord, bon, on va parler, avec Marlon pour commencer. Je vous donnerai mon avis juste après. Marlon, c'était quoi pour toi la meilleure série existante cette année? J'ai eu du mal à trouver, j'ai hésité entre beaucoup de trucs parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont sorties et au final, mon choix il s'est arrêté sur Umbrella Academy parce que j'ai trouvé la seconde saison, encore, plus pertinente et encore plus drôle et intéressante que la première. Et puis, ça se passait dans des années qui m'intéressent et le j'ai trouvé le scénario vraiment bien foutu, les décors, la réal et cetera donc moi, je serais parti sur, Umbrella Academy. Écoute, je ne peux pas te dire que ce n'est pas un bon choix vu que c'est ce que j'aurais choisi aussi. Donc, alors personnellement, j'avais beaucoup hésité entre, The Boys et The Umbrella Academy. Alors il s'avère que ce sont 2 séries qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre et je me suis rappelé du coup comment j'étais moi quand j'ai regardé la série et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dedans dans The Umbrella Academy. J'étais vraiment sur le bord de mon fauteuil à chaque fois et effectivement, ça ne s'arrête pas en fait. C'est vraiment une course contre la montre pendant toute la saison. Ils ont réussi à recréer cet aspect-là de la première, mais avec les personnages qui ont évolué et surtout l'aspect où, on a un peu l'impression de se retrouver au début à nouveau de la première saison, dans le sens où les personnages doivent réapprendre à se connaître avec le saut dans le temps qu'il y a eu. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec toi Marlon, vu que pour moi c'est aussi The Umbrella Academy, c'était un véritable hit. Est-ce que tout le monde a choisi The Umbrella Academy? Max, Aude, vous aviez choisi quoi? The Umbrella Academy aussi, pour les mêmes raisons. Là, on est tous tombés pratiquement. D'accord. Et bah, du coup, je vais faire le dissident un peu. Du coup, moi, j'ai pas choisi The Umbrella Academy, j'ai choisi The Boys. Parce que cette deuxième saison, et je l'ai trouvée vraiment extraordinaire. Voilà, avec justement peut-être des enjeux qui ont un peu changé, avec un côté un peu plus humain de Billy Butcher par rapport à sa femme, un côté légèrement plus humain aussi de Homelander vis-à-vis de son fils. Et avec l'arrivée de Stormfront, etc., je trouvais que c'était une très très bonne seconde saison et pour moi, même si j'ai adoré The Umbrella Academy, je dirais que vraiment The Boys est devant, dans mon cœur, devant The Umbrella Academy. OK, bah, très bonne explication. Si j'avais pris The Boys, ça aurait été pour la même raison. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 2 séries sont quand même fondamentalement différentes en termes de thèmes et en termes d'ambiance. Ça, c'est pour les séries existantes. Alors c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Moi, j'en parle aussi dans le prochain épisode de Five. Il y en a qui se sont terminés, il y en a qui ont juste eu leur deuxième saison, comme les 2 dont on vient de parler. Donc c'est parfois un petit peu difficile de pouvoir, faire, une comparaison, on va dire, valable. Alors, c'est pour ça notamment qu'on fait la distinction entre les séries existantes et les nouvelles séries. Parce que les nouvelles séries, il y a forcément moins d'attentes, parce qu'on n'a pas vu de première saison, aussi simple que ça. Alors, Max, justement, face à cela, tu as choisi quoi, toi, comme, nouvelle série? Quelle est pour toi la meilleure nouvelle série de 2020? Et bah, étonnamment, c'est une série que j'étais pas très tenté de regarder à la base, mais c'est Stargirl. J'ai trouvé que cette première saison fait le taf. Le personnage de base Les personnages de base sont quand même globalement, bien respectés par rapport aux comics, même s'il y a justement des libertés. J'ai bien aimé ce côté, d'héritage, de transmission, que ça soit pour, Stargirl, Starman, mais, aussi pour les autres personnages de la société de justice à la base. Heu, donc et puis même pour les méchants avec leurs enfants.
Je trouvais vraiment qu'il y avait ce côté effectivement, famille, mais en même temps pas famille cucu, tu vois? Qu'on peut voir dans plusieurs de séries, de la CW ou autre, là, c'est une série quand même qui reste très adulte, avec de très bons effets spéciaux, je trouvais. Vraiment, peut-être même Solomon Grundy, qui je dirais qui est un peu le point négatif de la série, par rapport à l'animation, reste quand même correct. Donc, non, non, j'ai beaucoup aimé et j'attends une seconde saison, avec impatience pour voir ce que ça peut donner. Voilà, après, évidemment, petit bémol non, c'est pour mince, c'est pas, pour Wildcat. Enfin l'actrice qui joue Wildcat, enfin voilà, ça change vraiment par rapport au Wildcat de base qui était un boxeur, là on a une espèce de Catwoman, au rabais, c'est pas extraordinaire, voilà. Mais bon, bref, c'est mon avis. Et qu'attends-tu de la deuxième saison? T'attends quelque chose de particulier? Peut-être pas forcément, reprendre avec la société d'injustice, comme, antagoniste principal, peut-être d'autres antagonistes, ou même, pourquoi pas justement des guests du DC Universe, de d'autres séries ou même de films, hein. On a pu voir que certains personnages de films étaient arrivés dans les séries, notamment je pense à Flash avec le Ezra Miller en Flash. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas des petits caméos, assez sympathiques, avec plaisir, hein. Yes, tu parlais de bémol justement. Personnellement, j'espère que ce sera pas un bémol que la saison 2 soit uniquement sur la CW et plus DC Universe. Donc, apparemment, Jeff Johns, le créateur des personnages et le showrunner de la série, aurait dit que ça ne changerait pas au niveau du ton, mais on attend quand même de voir. Oui, j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de me taper, 5 épisodes de suite sur, la romance, entre tel personnage et tel personnage, voilà. Ça m'intéresse plus. Ça, c'est la CW Touch et ça m'intéresse pas. Ok, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Marlon, t'as vu toi Stargirl? Alors, pas du tout. Ok, Je l'ai pas, non, je ne l'ai pas vu. Moi, la série que je m'étais mis, c'était The Walking Dead World Beyond. Parce que, alors, j'ai pas pourtant le t'es temps pas très de. Walking Dead, non? Pourtant, je suis pas du tout Walking Dead. Mais j'ai vu que les deux premiers épisodes, je crois. Alors, je l'ai pas vu en entier, malheureusement. Mais les deux premiers épisodes m'avaient bien hypé. Et puis, ça donnait vraiment envie de voir la suite. Donc, comparé au très petit nombre de nouvelles séries, moi, c'est celle-là qui est ressortie dans mes choix. Ok. Et toi, Timo, t'en penses quoi? Alors, moi j'étais plutôt parti sur une série Netflix, mais j'avoue que j'hésitais parce qu'elles étaient fort différentes. Lock and Key était vraiment très bien. Et sinon, là, c'était plus d'un point de vue surprise. Warrior Nun, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai découvert la série une semaine avant qu'elle sorte, donc et je ne la connaissais absolument pas du tout. Non. Aude, je sais pas, toi, t'aurais parlé de quoi? Si, de Warrior Nun. Warrior Que Nun C'est moi aussi. qui ai fait... c'est moi qui ai fait la review et encore une fois, tu vois, j'ai commencé à la regarder sans vraiment de conviction. Et finalement, au fur et à mesure des épisodes, tu te laisses prendre au jeu et je trouve qu'elle est très très bien faite. C'est assez dynamique et ça change aussi un peu des séries qu'on a l'habitude de voir. Donc, je serais plutôt partie sur cette série-là. Après, les deux autres choix étaient tout à fait corrects aussi. J'ai vu les deux autres séries, effectivement. Mais s'il faut faire un choix, je me serais orientée sur celle-ci. Yeah. Et après, moi, ce qui m'a le plus frappé aussi dans Warrior Nun, c'est qu'on a quand même une actrice principale qui sort de nulle part, avec Alba Batista. Je sais pas si quelqu'un l'a mis dans son actrice préférée de l'année 2020. Non. J'y ai pas pensé, tu vois. Tu me le Ouais. dis. Mais Moi non plus, hein, effectivement. mais c'était. Ouais, ouais, mais en fait, elle sort tellement de nulle part que ouais, on n'en a plus entendu parler après, ni avant d'ailleurs, et ouais, j'y ai pas pensé. Elle est retournée nulle part, quoi. Ça a l'air reparti là où elle est. Alors du coup, justement, si on parlait d'actrice, quelle est la meilleure actrice pour vous, de cette année? Dans une série ou dans un film? Allez, on va commencer par, Timo. Alors, je vous avoue que c'était la catégorie sur laquelle j'hésitais. Donc,
Après, personnellement, je dirais quand même Margot Robbie parce qu'elle incarne vraiment le personnage de Harley Quinn. La perfection, je ne sais pas parce que la perfection n'existe pas, mais si on tient abstraction on fait abstraction de l'intrigue du film qui est vraiment pour moi au plus bas. On a vraiment le travail de Margot Robbie qui ressort sur Harley Quinn, puis elle a vraiment voulu s'investir dans les cascades et les chorégraphies de combat, plus en tant que productrice. Donc je pense que c'est un personnage qui lui tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que j'ai aussi hâte de la voir dans The Suicide Squad, malgré le nombre assez grand de personnages qui se trouvent dans le film. Mais ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Max, tu as lancé la conversation. Ce serait qui pour toi la meilleure actrice de l'année? Du coup, je vais rester sur mon choix de série préférée The Boys avec Karen Fukuhara qui joue Kimiko, l'une des membres de The Boys qui a des super pouvoirs. Parce que pour l'avoir vue dans d'autres séries, elle a notamment joué d'ailleurs Katana dans Suicide Squad, le premier, hein, pour ceux qui s'en rappellent. En fait, j'ai pu voir des scènes derrière les coulisses du tournage de The Boys et elle joue énormément bien la tough girl, la fille badass. Et en fait, c'est marrant, on voyait, elle faisait ces répétitions de cascades justement, elle faisait les moments où elle arrache le visage de gens ou qu'elle tue les gens à tour de bras. Et tout de suite après, dès que c'était coupé, on la voyait, elle redevenait toute souriante, toute mimi. Donc elle arrive, en fait, je trouve que vraiment ça dénote entre la personne et le personnage. Elle arrive vraiment bien à transmettre l'essence du personnage et en plus sur le fait que le personnage en lui-même ne parle pas et donc elle arrive vraiment à faire parler beaucoup de choses à travers son regard, ses expressions. Donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment l'actrice qui s'est un peu démarquée du lot cette année. Yes, ouais, c'est vraiment impressionnant le fait de. C'est vraiment un exercice pour un acteur de jouer un rôle sans parler, ça c'est sûr. Euh, Marlon, Aude, ce qu'on va faire avec vous, je vais vous proposer, vous allez dire brièvement qui est votre meilleure actrice pour l'année. Mais alors j'aimerais bien que vous passiez aussi sur le côté masculin, hein, le meilleur acteur. Et là, vous pouvez peut-être rentrer plus en détail. Comme ça, on fait en guise de transition, on lance la conversation aussi sur les acteurs de l'année. Alors Aude, je t'en prie. La meilleure actrice, j'avais mis l'actrice de The New Mutants, Anya Taylor-Joy. Alors, j'ai trouvé le film assez naze, pour être tout à fait sincère, mais je trouve que c'est la seule qui tire vraiment son épingle du jeu. Elle a un jeu de fou, cette fille, et je l'ai mis juste pour cette raison-là. C'est vraiment, je trouve qu'elle relève le niveau du film elle toute seule, et je trouve qu'on devrait plus souvent dans d'autres rôles, et je me suis dit que j'allais la choisir. Et après, maintenant que tu me le dis, tu vois, j'aurais pu mettre aussi la fille de Warrior Nun. Mais bon, c'est pas grave, c'est un regret, je la mettrai plus tard ailleurs, c'est pas grave. Je vais la recaser. Elle a reçu de très bons retours aussi sur la dernière série Ouais, qui est sortie sur Netflix, je je l'ai sais plus le nom. pas, Le mais jeu de la ça a l'air d'être dame. fou. Ouais, le jeu de la dame, ouais. Et apparemment, Je ne comprends pas la traduction personnellement, mais parce qu'on ne parle pas de dame mais de reine aux échecs, mais c'est pas grave, ça, c'est mon côté perfectionniste. Surtout qu'en anglais c'est de Queen's Gambit. Mais voilà, c'est les traducteurs français, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Mais effectivement, Anya Taylor-Joy a vraiment explosé cette année hein, Et puis avec elle a un The New physique aussi Mutants. particulier, tu vois. Je trouve qu'elle De a, elle très a un grands physique, yeux. ouais. Ouais, elle a un physique slave, enfin qui allait très très bien avec Mhm. son rôle, et je trouve que pour le coup, elle a été sous-exploitée dans ce film. C'est vrai. Ouais, bah oui, comme À beaucoup d'acteurs comparer dans aux ce autres, film. ben, voilà. Même si elle s'éloigne beaucoup du personnage de base dans les comics, qui est beaucoup plus compatissant que ce qu'elle est dans le Oui, film. mais Mais du après, coup, on peut. elle se l'approprie. C'est ce qui est bien aussi, c'est Tout à fait, qu'elle tout à fait fait, sa version, tu vois. tout à fait. Tu sens elle est à l'aise dans ce qu'elle fait, mais du coup, elle est un peu brimée par la qualité du film général qui est pas. C'est vrai. Et le meilleur acteur, tu l'aurais pris aussi dans The New Mutants? Non, j'ai pris Robert Sheehan, je sais pas comment on dit son nom en fait, Sheehan, qui joue Klaus Hardgrave dans The Umbrella Academy. Que je trouve, pareil, lui, il a un jeu de fou, quoi. Je pense que ce mec est dingue à la base.
et ça se ressent dans son jeu, quoi. Il est sans limite et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Ouais, la fameuse scène où allez, je retrouve plus le mot, où, c'est le numéro 6 qui est dans son corps, pendant 24 heures ou pendant quelques heures. C'est quand même juste magique, quand il se débat pour le faire sortir, ce type est fou Ce effectivement, mec comme te tu le fait ce mec te joue n'importe quoi, te fait n'importe quoi, il est à l'aise, quoi. Il y a pas de limite, c'est c'est libre, c'est bien. Je trouve que c'est cool et il va, tu sens qu'il est à l'aise, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut et il a une personnalité, il a tout, quoi. Charisme. C'est bien, c'est ce qu'on recherche aussi dans ce genre de série où tu as des personnages qui sont vachement denses et tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec. yes, exactement. Marlon, du côté de la nouvelle actrice, tu avais choisi qui? Alors moi, j'avais choisi Ellen Page. Ah oui, Elliot donc Page. c'est pour les deux catégories donc. Voilà, c'est mon Joker. Non, en vrai, c'était juste pour la vanne. Je m'étais noté Tegan Croft qui joue Raven dans Titans parce que c'est une jeune actrice et je trouve que bah, pour son âge, elle joue vraiment vraiment super bien. Et pour ce qui est de l'acteur, bah, on a fait un agent double dessus. C'est Karl Urban parce que voilà, c'est un des meilleurs acteurs, je trouve, de 2020. Il a une palette d'acting vraiment hyper intéressante et il arrive à jouer des scènes bah, hyper différentes les unes des autres. Donc voilà, moi j'aurais mis Karl Urban en tant qu'acteur de 2020. Yeah, très bon choix, très bon choix. Enfin, on ne l'aurait pas choisi si c'était pas un bon choix de toute façon. Heu, non, mais après c'est vrai que les casts de The Boys et The Umbrella Academy sont assez monstrueux. Moi je rejoins un peu Aude sur le casting de Umbrella Academy. Moi j'aurais mis, Aidan Gallagher, qui joue le numéro 5. Ouais. Parce que, ouais, je le trouve complètement talentueux pour son âge, hein. Il a seulement 18 ans maintenant, mais en première saison, il avait 16 ans. C'est un truc de fou, quoi, d'avoir autant de charisme et de pouvoir jouer un personnage qui est coincé dans un corps d'enfant au final. De pouvoir paraître aussi mature à son âge, c'est quand même fou. Max, pour toi, c'est qui le meilleur acteur de cette année 2020? Bah, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais Aidan Gallagher, effectivement, en numéro 5 est extraordinaire, hein, dans The Umbrella Academy, notamment la saison 2, c'est sans conteste, peut-être mon personnage préféré et je trouve qu'il l'interprète à merveille, surtout les scènes où il rencontre son lui, plus vieux. Enfin, c'est vraiment, c'est assez dingue, en fait, je trouve. Après, j'ai mis pour moi, en meilleur acteur, j'ai mis Anthony Starr qui joue, Homelander, parce que je trouve vraiment enfin voilà, c'est Homelander, quoi. Le mec, il l'interprète vraiment très bien, cette espèce de psychopathe omnipotent. Et j'ai adoré. Je l'ai adoré dans la saison 2. Donc voilà. Et moi, je dirais Anthony Starr. Yes, donc c'est marrant, on remarque qu'il y a quasiment que The Boys et Umbrella Academy qui ressortent. Je pense qu'incontestablement, c'est 2 des séries qui ont généré le plus de buzz, hein, cette année et sont toutes les 2 renouvelées, donc ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elles vont sortir en 2021? Peut-être. The Boys, probablement parce qu'ils sont déjà presque en cours de tournage. The Umbrella Academy, c'est un petit peu plus flou, donc ce sera peut-être fin 2021, début 2022. Donc ce que je vous propose déjà, c'est de regarder un petit peu vers l'année qui s'approche à très grands pas, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Mais j'ai envie de dire, ça va pas être Ça serait difficile. compliqué quand même. Ouais, donc voilà. Heu, du coup, je vous propose de commencer avec les séries, vu qu'on était dans les séries. On va aussi faire la distinction entre les suites des séries et les séries existantes. Mais vu qu'on était dans Umbrella Academy et The Boys, on va parler des suites de séries, donc des nouvelles saisons de séries qu'on attend particulièrement. Hem, Max, tu parlais justement de The Boys. Tu mettrais The Boys comme suite comme série dont tu attends le plus la suite? Ah là là, tu me connais tellement bien. Effectivement, c'est mon choix pour 2021. C'est la fameuse saison 3 de The Boys, hein, qui devrait arriver à la fin de l'année 2021, je pense, puisque comme tu l'as dit, ils sont quasiment en tournage. Donc voilà, pour moi, ils ont largement de quoi faire, largement ce qu'il faut en enjeu pour la saison 3 et voilà, et
J'attends avec impatience cette saison et toujours plus de trash avec Homelander, toujours plus de what the fuck. Enfin voilà quoi, toujours plus de The Boys. Yes. Moi, j'attends avec impatience personnellement Jensen Ackles dans le rôle du tout premier super-héros dans cette Du série-là. Soldier Boy, c'est ça? Ouais, moi, j'aime beaucoup l'acteur, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et toi, Aude, quelle est la série dont tu attends le plus la suite pour cette année 2021? Moi, j'ai pas choisi une seule série en particulier. J'ai Oh, c'est choisi. facile, ça. Non, 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 vous allez comprendre pourquoi. J'ai choisi les mini-séries Marvel qui vont arriver sur Disney+. Donc Loki, Winter Soldier, etc. Moi, je les attends un peu de pied ferme pour une grande raison particulière, c'est que je suis un peu curieuse de voir comment ils vont tourner ça en termes de changement de format et de scénario. Parce que c'est des personnages qui sont super intéressants, qu'on a déjà vus sur grand écran, mais j'attends de voir comment ils vont développer ces personnages sur un format plus court, avec peut-être un scénario plus dynamique. De nouveaux personnages secondaires autour d'eux. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est pas une série en particulier. Ouais, du coup, il y en a quand même 5 qui sortent ici Oui, en oui, mais 2021. c'est un lot, hein. Ah non, mais c'était pas. Non, c'est parce Oui, que oui. je fais référence aux news qui ont été révélées il y a 2 jours maintenant. Enfin, c'était pendant la nuit entre avant-hier et hier. Et Miss Marvel a été confirmée notamment aussi pour 2021. Donc il y a du lourd qui arrive du côté de Marvel sur Disney+. Est-ce que quelqu'un d'autre avait choisi Disney+? Marlon, t'étais parti sur Disney+, ou t'étais parti sur autre chose? Non, j'étais parti sur autre chose. J'étais parti sur une troisième saison de Titans. Ah, très bon choix. Je dis pas ça parce que j'avais choisi la même chose, hein. Mais vas-y, je suis curieux d'entendre ton explication. Bah parce que alors moi mon personnage préféré c'est pas Nightwing, mais je l'aime beaucoup Je comprends pas et pourquoi tu dis ça. je comprends pas non plus. Et donc non parce que la saison 2 était vraiment top. C'était un petit peu un arc en 2 saisons et j'avais trouvé vraiment ça cool. Enfin ça vraiment cool plutôt dans le bon sens c'est mieux. Et des personnages hyper intéressants, des personnages forts. Et puis bah on va pas se mentir hein, mais l'arrivée de Jason Todd en merde, j'ai perdu le mot. Red Hood. Red En Hood. Red Hood, voilà, merci. L'arrivée de Jason Todd en Red Hood, bah, ça me donne très envie de regarder une saison 3 qui va arriver, quoi. Yes, je suis d'accord. En plus, moi, c'est aussi le côté frustration où elle devait normalement sortir en 2020. Et voilà. Ouais, c'est Donc, vrai. du coup, je l'attends encore plus. Euh, voilà. Donc, il y a pas mal de séries qui sortent l'année prochaine. Du coup, je me rends compte qu'Aude avait parlé des nouvelles séries. Mais je te repose la question, du coup. Quelle est la série dont tu attends le plus la suite en 2021? Alors moi, j'ai choisi Batwoman parce que, vous savez, donc Ruby Rose a claqué la porte à la fin de la première saison. Et au lieu d'arrêter la série et la porte, voilà, les scénaristes ont choisi une autre actrice et ont décidé de continuer la série coûte que coûte en créant, en tout cas en mettant en avant un nouveau personnage et en continuant aventure. Et je trouve ça assez cool, pardon. Et je trouve que c'est un défi pour les scénaristes et d'essayer de garder aussi les fans et les téléspectateurs qui ont aimé la première saison et d'essayer de la transformer en autre chose en deuxième saison. Et c'est un truc un peu inédit, je pense, dans les séries de changer comme ça l'acteur et de continuer quand même. Donc, juste par simple curiosité, pas forcément parce que j'aime la série plus que ça, mais par simple curiosité, j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai qu'avoir le personnage principal qui se bat après une saison, c'est assez Ouais, rare. voilà, c'est ça. Surtout parce que apparemment elle se sentait pas très bien sur le tournage, etc. Donc, je te dis, il y a peut-être aussi des trucs en backstage qui font que on sait. Donc, voilà. C'est juste mon côté un peu gossip et un peu voilà comment ça va continuer et voilà, juste curiosité malsaine, on va dire. Du coup, pour continuer dans les mauvaises langues, etc. euh, Ça, c'est juste mon avis, hein. Mais après, ils ont décidé de changer totalement de personnage. euh, et ils ont décidé de reprendre, comme par hasard, la probabilité est quand même assez grande, un personnage LGBT. Et du coup, ils ont rajouté une couche, vu que c'est la CW. Ils ont pris un personnage Et de un black. couleur. Comme ça, Ouais, voilà. ouais. Et ils ont leur quota Ils de cochent plusieurs diversité sur la cases, tu série. sais, à la fois. Ouais, c'est ça. Ouais.
Après, d'un point de vue nouvelle série, donc Aude a parlé notamment de toutes les séries Marvel à venir sur Disney+, et il y en a un petit paquet quand même. Est-ce que Max, c'était aussi une série Disney+, ou c'était autre chose? Eh bien non, c'est une série HBO. Moi j'attends énormément Zack Snyder, Justice League, la Snyder Cut, qui va, comme vous le savez, ce ne sera pas un film, mais ça sera une mini-série de 4 épisodes, si je te dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment celle que j'attends en 2021. Et qu'est-ce qui fait que tu l'attends particulièrement? Bon, bah, le fait que ça soit une version qui n'ait pas été reprise par HBO et pas été modifiée par Joss Whedon, déjà, ça c'est un bon point. Le fait que rien qu'en voyant le trailer qui a été dévoilé au DC Fandom, on a l'impression de voir un film quasiment différent, plus rythmé, ça me plaît aussi. Le fait de voir un Henry Cavill sans moustache gommée en effet de synthèse, ça me va aussi. Donc il y a plein de choses en fait qui font. Je me dis qu'il y aura peut-être des personnages qui avaient été un peu laissés de côté comme Flash ou Cyborg vont peut-être être mis vraiment au cœur de l'intrigue comme ils devaient peut-être l'être sûrement dans la Snyder Cut à la base. Voilà pourquoi je l'attends. Nice. Marlon, je sais que tu l'avais plutôt choisi comme film. C'est vrai que la distinction est un petit peu compliquée. Est-ce que c'est un film à la base qu'on annonce comme la version du réalisateur? Il finalement n'est pas en film mais en mini-série pour éviter d'avoir quelque chose de plus de 4 heures. Euh, du coup, tu serais quand même parti sur le Snyder Cut si on le considère comme série, ou tu partais sur autre chose, Marlon? Bah, du coup, si on le considère comme série, oui, tout à fait. Moi, je m'étais noté, du coup, ça rejoint un petit peu ce que Odé disait, je m'étais noté une série Disney+, The Falcon and Winter Soldier, parce que je trouve que c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup à l'écran, en tout cas que j'ai beaucoup aimé, par exemple dans Civil War et dans les films de Avengers, tout simplement. Donc, c'est deux personnages que j'attends un peu au tournant, entre guillemets, et que je pense qu'il peut y avoir une dynamique vraiment intéressante entre ces deux persos. Mais du coup, oui, si on considère la Snyder Cut en tant que série, c'est forcément la Snyder Cut qui remporte mes attentes. Je le savais. Euh, Et toi, Thibaut? moi, je serais parti aussi sur une série Disney+. Je suis assez intrigué par WandaVision, perso. Le trailer me titille pas mal et j'ai envie de regarder. Et je crois que c'est clairement la série qui va faire que je vais m'abonner à Disney+. Donc voilà. Bah, déjà parce que c'est la première, forcément. Mais oui, moi, ça m'intrigue pas mal. Surtout le dernier trailer qui est sorti. Alors, bah, si on considère le Snyder Cut comme un film, Marlon va dire que c'est le Snyder Cut qui l'attend le plus, Exactement. n'est-ce pas? Du coup, du coup, j'ai demandé à Aude, c'est quoi, toi, le film que tu attends le plus pour 2021? Alors là, j'en ai choisi deux, encore une fois. J'ai choisi Black Widow et Wonder Woman 184, évidemment. Deux gros films qui ont été plusieurs fois reportés. Et surtout Wonder Woman. Une petite préférence pour Wonder Woman 1984. Et, euh, et je les attends avec un... En espérant qu'ils ne soient pas encore reportés, évidemment. Ce serait dommage, encore une fois. Mais c'est les deux principaux. Ouais, je pense que Wonder Woman 1984, ici, on a plus le souci de report de date, mais d'ouverture des cinémas, c'est ça. Ouais, oui, bah, du coup, tu changes le problème, mais t'as toujours un souci. Donc, mais ouais, celui-là, il est très attendu. J'ai cru comprendre qu'en France, les cinémas réouvraient le 15 décembre, et que justement, du Et coup, non, Non, finalement justement, ils plus. sont fermés. et non, non, 3 semaines encore, ouais. 3 semaines Ah, d'attente. voilà. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on va plutôt on va plutôt le voir en 2021, du coup, Wonder Woman, malheureusement. Euh, moi, j'étais parti aussi sur enfin aussi, vu que tu as mis Black Widow dans ta liste, j'étais parti sur un film du MCU. Personnellement, je suis assez hypé par Eternals. Bon, je suis hypé par tous les films de Marvel, hein, mais là, Eternals, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel de fou. Déjà, c'est une nouvelle franchise, mais quand on voit le casting de malades qu'il y a derrière, c'est voilà, j'ai envie de dire, ça peut être que du lourd. Donc même dans la présentation récente de Kevin Feige, le président de Marvel Studios,
Il l'a dit, c'est leur film le plus audacieux depuis le début du MCU. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre a mis, Max, tu étais aussi parti sur le MCU ou sur autre chose? Non, moi, tu sais que je suis plus DC que Marvel, hein, donc moi, le film que j'attends le plus en 2021, c'est Black Adam, hein, bien évidemment. C'est l'aboutissement de 10 ans de combat de Dwayne Johnson pour pouvoir produire ce film. Voilà, c'est un personnage qui lui tient à cœur. C'est un personnage dans lequel les fans le voyaient très bien et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être une très très bonne surprise. Je pense qu'il va incarner le personnage à la perfection, peut-être pas parfaitement, mais enfin, il va vraiment prendre le rôle et s'approprier le rôle, comme par exemple Margot Robbie, on en a parlé, s'est approprié le rôle d'Harley Quinn. Et puis le fait qu'il y ait la ligue enfin la société de justice qui soit introduite dedans, avec notamment un de mes personnages principaux préférés du DC Universe qui est Doctor Fate. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce film. Alors c'est effectivement très hypé, Black Adam, Max, c'est clairement. Maintenant j'espère qu'il sortira en 2021 vu qu'il a plus de date de sortie pour l'instant. Mais on l'attend, je crois qu'on l'attend tous avec impatience déjà parce que ça va être bah voilà, il y a Dwayne Johnson dans le rôle d'un super-héros ou super-vilain, c'est quand même assez monstrueux. Donc je vous propose maintenant de quitter un peu la sphère des adaptations en film et en série, même si c'est le plus mainstream. On va se pencher sur, bah, le matériel source, hein, donc voilà, le comics en papier. Et on va un peu refaire, notre année personnelle en termes de lecture et ainsi, vous présenter nos lectures favorites de l'année. Alors, je sais que Marlon, il lit pas mal notamment, donc on va pas lui poser la question. Eh ben super. Non, je rigole bien sûr. Donc on va bien sûr lui poser la question. Marlon, c'était quoi ta lecture préférée, de cette année? Et si tu peux dire deux trois mots sur d'autres lectures parmi lesquelles tu as hésité, ce serait tip top. Ouais. Alors ma lecture préférée de l'année, j'en ai fait un coup de cœur, du coup forcément ça vous surprendra pas. Il sort dans 2 semaines, ouais, donc v allez jeter un œil au coup de cœur de Marlon dès qu'il sort. Mais du coup, vous avez un petit tease maintenant. Voilà. C'est un comics qui est construit de manière hyper intéressante et j'ai trouvé que c'était une approche vraiment originale et que j'avais jamais réussi à trouver jusque-là dans un comics, à savoir vraiment rentrer dans la psychologie du personnage de Harleen Quinzel. Et c'est un personnage de base que j'apprécie beaucoup. J'avais lu tous les comics Harley Quinn de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner. D'ailleurs, à l'époque, je crois que j'avais même fait un dans les coulisses dessus. Donc, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et quand j'ai vu qu'il sortait, je m'étais dit, ah, bah, ça pourrait être intéressant. Au final, je l'ai lu et c'était vraiment, vraiment une lecture hyper intéressante et troublante à la fois. Parce que du coup, on a le point de vue de Harleen et on sait comment leur relation évolue et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà. Et sinon, parmi les lectures que j'ai bien aimées, il y a eu Civil War 2 par exemple, que j'ai trouvé vraiment hyper cool. Et puis, attends, je regarde derrière moi. Ah oui, c'était Avengers versus X-Men aussi. C'est les deux crossovers que j'ai vraiment bien aimés. OK, ouais, donc vraiment et les crossovers ici, c'était des crossovers Marvel, hein, on précise. Oui, 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 c'est les crossovers Marvel, oui, Donc c'est vrai. donc ouais, Avengers versus X-Men par plusieurs auteurs et Civil War 2 par Brian Michael Bendis, tous 2 disponibles chez Panini Comics et Arline, sur, le Black Label de DC est disponible du coup chez Urban Comics en Ouais. version De française. Stéphane, Stepan Siejic, qui est un auteur et dessinateur croate et que vous pourrez retrouver donc plus en détail dans le coup de cœur de Marlon dans un peu plus de 2 semaines. Alors, de ce côté-là, alors moi je vous propose de parler de Marlon a parlé de Harleen, alors moi je vais vous parler de Joker, Kill a Smile, qui est sorti au mois de septembre. Et franchement, c'était une lecture sur laquelle j'attendais pas grand-chose, je vous avoue, parce que
C'est pas que je suis pas très Joker, j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'on l'a un peu vu et revu. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce comics va apporter de plus? C'était un peu mon point de départ avant de le lire. Et je l'ai lu surtout parce qu'on lit beaucoup avec Marlon de Jeff Lemire pour l'instant, donc cet auteur canadien, parce qu'on prépare une série d'articles dessus. Et c'est une des dernières sorties de Jeff Lemire chez DC, qui marquait son retour chez cet éditeur majeur, et c'est complètement fou. Voilà, c'est vraiment un truc de malade. Ça retourne le cerveau, c'est vraiment très bien foutu en termes de scénario. Alors en plus, le dessin d'Andrea Sorrentino correspond vraiment juste parfaitement au côté psychédélique de l'histoire. Et je peux vous le dire que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait pour le Joker, ce qui est assez rare. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc moi je vous conseille vivement Joker Killer Smile si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire. C'est un des futurs comics cultes du Joker, clairement. C'est disponible du coup aussi chez Urban Comics. Est-ce que quelqu'un a lu Joker Killer Smile, à part moi? Non. Ah Non, bah, mais je je vous veux le dire, conseille de le lire. faut que Je je vous me l'achète. conseille. Voilà. Aude, pour toi, c'était quoi ta meilleure lecture personnelle de l'année? Alors moi, si je dois en choisir qu'un, je choisirais Once and Future de Dan Mora et Kieron Gillen, qui est sorti en France chez Delcourt. Parce que ça reprend en fait la légende arthurienne, que j'aime bien à la base, voilà. Et avec un duo d'une grand-mère totalement déjantée, chasseuse de monstres, et son petit-fils, conservateur de musée, un peu empoté. Et ça te fait un duo super sympa à lire. Et une histoire vraiment qui te prend. Donc j'ai vraiment bien aimé ce comics, sur lequel, pareil, encore une fois, je le lisais comme ça parce que je devais écrire une review dessus, et je connaissais vraiment pas du tout l'histoire. Et finalement, c'est quand tu t'y attends le moins que tu te fais attraper par une histoire, et tu passes un bon moment. Donc je conseillerais celui-là. Yes. Et t'avais hésité un petit peu avec d'autres lectures ou je sais que t'avais présenté notamment DMZ dans tes coups de cœur. Ouais, DMZ, mais DMZ, oui, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et pour le coup, je l'avais relu, et c'est vrai que c'est aussi un comics qui me plaît beaucoup, parce que ça parle de photographie, ça parle de reporter, et que ça parle de guerre. Enfin, j'aime bien ce sujet-là, et puis le dessin est super, et je conseille aussi vraiment ce comics pour les gens qui le connaissent pas et qui ont envie de découvrir peut-être autre chose aussi. Il faut lire aussi les reviews, c'est sympa, qu'on a fait dessus. Petite promo. Yes, ouais, donc chaque mois, vous retrouvez un coup de cœur d'un de nous quatre. Mm-mm. Donc ça, c'est cool, c'est qu'on a, bon, on a des goûts qui sont, bon, je dirais pas fondamentalement différents non plus, hein, parce qu'on n'est pas aux antipodes, on s'entend bien là-dessus. Mais on a des coups de cœur qui vont varier aussi en fonction de la période, de l'état dans lequel on est, etc. Donc ça, c'est cool. Et vous n'avez pas tout le temps la même personne qui les écrit comme ça. Ouais, c'est vrai que Once and Future, c'est notamment une des surprises de l'année, hein. Donc, ça a été nominé aux Eisner Awards. C'est notamment pour ça que ça sort en VF maintenant. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien que ça soit adapté en série. Je pense que ça pourrait donner un truc super sympa. Avec des acteurs un peu, la grand-mère un peu folle, et le garçon un peu en dedans. Ça peut donner des duos super attachants à l'écran aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à voir, hein, justement, parce que c'est peut-être sur Netflix. Avis aux producteurs. Mais vu que Netflix a signé un contrat de production avec Boom Studios, qui édite justement, qui publie Once and Future, pourquoi pas, hein, ce n'est pas improbable, hein. Ce n'est pas improbable. Et du côté des nominations aux Eisner Awards, j'en ai eu 2-3 récemment. Je veux dire que c'est pas nominé pour rien. Voilà, j'ai lu Sentient de Jeff Lemire récemment, pour les mêmes raisons que Joker Killer Smile. C'était assez cool. Invisible Kingdom de G. Willow Wilson, c'était vraiment aussi assez ouf. Ça ne m'étonne pas que Christian Ward ait été élu meilleur artiste grâce à ça. Et alors, qu'est-ce que j'avais lu aussi? Naomi de Brian Michael Bendis, qui va peut-être être adapté en série sur la CW. Et ça me confirme juste dans ce que je pensais déjà, c'est que Brian Michael Bendis, pour créer des nouveaux personnages attachants, il est vraiment doué. Auteur que j'aime beaucoup. Max, je sais que tu avais parlé de Deceased dans ton coup de cœur du mois d'octobre.
est-ce que c'est ton comics préféré de l'année? Alors ça a été difficile de trancher, je te l'avoue, mais ce n'est pas mon comics préféré de l'année. Je mettrais avant Deceased et Dieu sait que c'est difficile de dépasser, cet élément, même s'il y a eu beaucoup de reviews un peu mitigées sur cet ouvrage, où beaucoup parlaient de plagiat, grossier de Marvel Zombies. Hem, Moi j'ai mis en coup de cœur pour cette année en lecture Batman Curse of the White Knight. Parce que j'avais adoré Batman White Knight et c'est la suite et je trouve que c'est une modification, une réappropriation de l'histoire des Wayne depuis la fondation de Gotham qui est très intéressante avec un twist très intéressant dans l'histoire et je trouve que c'est très bien amené. C'est du Snyder, hein, c'est du Scott Snyder. Donc voilà, au fur et à mesure des années, j'en suis venu à le considérer un peu comme une référence de qualité, on va dire, dans les histoires. Il n'a pas fait que des bonnes choses, mais il a fait quand même énormément de bonnes choses. Donc ouais, je dirais Batman Curse of the White Knight. OK, et si tu avais un éditeur en particulier à mettre en avant, ce serait qui pour toi? Et ben, ce serait Boom Studio. Boom Studios parce que j'attends avec impatience, alors vous en avez parlé, pour plein de comics, que vous avez lus ou que vous attendez et moi j'attends énormément Berserker, le comics de Keanu Reeves qui va sortir chez Boom Studio dans pas longtemps. Et qui est effectivement à prononcer comme Max le prononce, hein, parce que sinon, ça fait Voilà. parce qu'il y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelles. Parce il n'avait pas assez d'argent pour mettre les voyelles dans le titre. C'est pour ça qu'ils ont fait un crowdfunding et j'espère qu'avec les 1 400 000 $ qu'ils ont récoltés, ils sauront mettre des voyelles. Voilà. Et quand on y pense, c'est quand même extraordinaire de récupérer 1 400 000 $ pour la production d'un comics. Surtout qu'ils demandaient entre guillemets que 30 000 $ à la base. Donc, donc voilà. Je pense que le nom de Keanu Reeves a attiré pas mal Ouais. de contributeurs. À la fin, ils étaient obligés de dire non, non, mais c'est bon, les gars, récupérez votre argent, s'il vous plaît, on en a trop. Ouais, parce que je me mets à leur place aussi, hein. Ils devaient mettre des nouveaux paliers à chaque fois. Et si on atteint 1200% de l'objectif, on fait ça. Et à un moment, à mon avis, ils avaient plus d'idées, c'est pas possible. C'est ça. Euh, ou alors Keanu Reeves, il va passer 2 ans à faire des vidéos de remerciements, quoi. Ouais, donc Boom Studio, c'est très bon choix. Donc, comme on l'a dit, Once a Future qui a été nominé cette année, Something is Killing the Children de James Tynion, 4e du nom, Tout à fait. qui a aussi été nominé et qui, à mon avis, ce genre de comics qui ont été nominés aux Eisner Awards, ça doit être dans les priorités de Netflix pour les adaptations. Berserker, à mon avis, ouais, avec un nom pareil comme Keanu Reeves, ça pourrait le faire aussi. Et comme tu l'avais dit aussi notamment dans un des derniers podcasts, si en plus on pouvait avoir Keanu Reeves dans le rôle principal, ça pourrait être cool. Ah bah ça serait formidable. Bah voilà. Après, c'est notre fandom qui parle évidemment. Tout à fait. Marlon, est-ce que tu as un éditeur à conseiller? Non, je vais peut-être partir avec le Black Label parce qu'ils font des choses vraiment hyper intéressantes qui sont totalement différentes et qui permettent de mettre en avant certains auteurs qu'on verrait pas forcément. Alors je dis pas ça parce que Arline c'est l'exemple parfait, mais on a eu l'occasion de voir des trucs hyper intéressants et hyper novateurs, je trouve. C'est le cas par exemple de Curse of the White Knight dont Max parlait il y a quelques minutes. Donc on a la chance de pouvoir découvrir des histoires sur des personnages qu'on connaît déjà, mais des histoires complètement nouvelles, ou alors ils ont un angle de vue totalement différent de ce qui a été fait jusqu'ici, et ce label-là, il permet de mettre en avant ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est hyper, bah, c'est super bien, tu vois, parce que ça permet du coup aux lecteurs de découvrir des choses complètement nouvelles et complètement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Yes, comme tu le dis, pour préciser un petit peu au niveau pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, le Black Label, en fait, c'est un label, hein, forcément, qui est publié par DC Comics, dans le but d'avoir des histoires qui ne sont pas forcément dans l'univers DC, pour donner, comme Marlon l'a très bien dit, plus de liberté à ses auteurs et dessinateurs, et qui sont généralement des histoires pour un public plus mature. Donc, il y a effectivement Arlene, il y a eu Curse of the White Knight ces derniers mois, Joker D'ici, Killer. Ouais, DC, je ne pense pas, mais Joker Killer Smile dont je vous ai parlé aussi. Il y a eu Batman Last Night on Earth par Scott Snyder. Voilà, il y a Batman Damned aussi. Enfin, bref, il y en a eu vraiment quelques-uns. Et je pense pas qu'ils vont s'arrêter là parce que c'est notamment grâce à cela qu'ils ont récupéré quelques parts de marché en termes de
hardcovers, ce qu'on dit en anglais, donc les tomes qui collectent la série entière. Ouais, donc plutôt le DC Black Label. Je pense que c'est une très bonne reco. Aude, pour toi, ce serait quoi la reco ultime en termes d'éditeur? Moi, j'ai choisi IDW, qui est pas très connue, enfin un petit peu, mais un peu moins que les autres. Je trouve elle gagne à être connue. Donc c'est elle qui a sorti Lock and Key, si je ne... Et du coup, j'espère qu'avec ce succès-là, ça va peut-être les pousser à sortir de nouvelles choses et à faire de la promo, à être un petit peu plus connus. Je trouve qu'on les met pas assez en valeur. Alors qu'ils font un bon boulot et qu'ils ont des bons titres aussi. Il y avait Wynonna Earp aussi, je crois, Ouais, qui tout à était fait. chez Ouais. IDW. Ouais. Donc, ce qui ont donné, enfin, ça a donné des séries plutôt pas trop mauvaises. Donc, pourquoi pas aussi creuser leur côté sortie papier et le connaître. C'est vrai que j'ai un peu hâte qu'ils fassent plus de séries originales parce que oui, ils ont fait des One and Hour, de Lock and Key, etc. Mais ils ont plutôt tendance à se pencher uniquement sur des franchises qu'ils rachètent pour l'instant. Et c'est pour ça que c'est moins connu en Europe. Euh, moi, je vais vous parler d'un autre éditeur qui, lui, par contre, fait juste des séries de comics originales. C'est très très récent. C'est TKO Studios. Donc, si vous en avez pas entendu parler, ben, c'est fort probable, en fait. Parce que je n'en avais moi-même pas entendu parler il y a 3-4 mois, donc voilà. Et pourtant, on baigne dedans toute la journée. Donc. Et donc, ouais, là où je voulais en venir, c'est que ça a publié ses premiers comics seulement en 2018. Donc, quand je dis que c'est récent, c'est très très récent. Et ils fonctionnent par vague. Donc là, par exemple, ici au mois de novembre, ils ont sorti leur 3e vague où ils sortent 5-6 séries en une fois. Puis ils ne publient qu'une fois par an, en fait. Et donc, ils sortent toute la série en une fois, les 6 numéros en indépendant que vous pouvez avoir en box collector ou alors en tome en collecté, si je puis m'exprimer ainsi. Et ils arrivent quand même à attirer des gros noms. Et on a eu du Garth Ennis, dont j'ai notamment lu Sarah, et c'est quand même bien foutu. Jeff Lemire avec Sentient, qui a même été nominé aux Eisner Awards cette année. Donc ils ont eu pas mal de mises en avant grâce à cela. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait les comics qui commencent à passer l'Atlantique pour avoir les versions françaises, parce qu'il y a quand même pas mal de qualité de ce côté-là. Je sais pas si vous connaissiez TKO. De nom. Pas du tout, j'en ai jamais Absolument. entendu parler, moi. Eh ben maintenant, c'est chose faite. Donc voilà. Alors, bah, je vous propose du coup de passer sur notre contenu. Alors, c'est pas pour faire les gros coups, pour faire de l'autopromo, mais il faut se dire que nous ici, nous 4, on travaille sur l'univers des comics, donc notre marque, hein, tous les jours. Donc, on est dedans tout dessus, on est dessus tout le temps, pardon. Et c'est assez intéressant de se dire, de pouvoir maintenant se faire aussi notre propre rétrospective et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on a préféré cette année, quel contenu on préfère produire, parce qu'on a lancé pas mal de nouveaux contenus avec le début de la saison, dont notamment les abonnements. Donc on va faire un tour de table, on va vous parler de nos contenus préférés, avec du coup aussi un petit peu des coulisses sur comment on les fait et pourquoi est-ce qu'on apprécie écrire cet article au-delà du contenu. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Bah, commence, Timo. Oui, c'est ça, tout le monde se jette, c'est pas grave, je vais commencer. Donc ici, en tant qu'éditeur en chef, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler sur absolument tous les contenus qui existent sur le site et de relire tous les contenus qui existent. Mais je pense que c'est très difficile pour moi de choisir le contenu que je préfère parce que c'est un peu tous mes bébés, comme la franchise en général. Celui sur lequel je prends le plus mon pied en termes de préparation, c'est les séries de comics à tenir à l'œil. Parce que vu que je lis en VO, ben, je regarde un peu ce qui sort et tout. Du coup, je passe sur tous les éditeurs, je regarde les comics qui vont sortir en anglais. Du coup, je me tiens aussi au jus de l'actualité. Et voilà, bon, après, il y a des mois moins intéressants que d'autres, hein, entendons-nous bien, hein, parce qu'on dépend fortement de l'actualité, mais d'un point de vue sélection, c'est peut-être celle que je préfère le faire.
Et en plus, c'est vraiment une sélection sur laquelle on travaille à 4, vu que tout le monde présente au moins un comics sur cette sélection de 5 tous les mois. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut avoir des sélections très variées qui peuvent varier aussi d'un mois à l'autre en fonction des sorties. Alors, Marlon, pour toi, c'est quoi le contenu sur lequel tu préfères travailler? Alors, bah, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo et je pense que je vais avoir à peu près le même discours ici. Pour moi, c'est la chronique Les Agents Doubles, enfin Agents Doubles, parce que je suis un gros fan de cinéma. J'aime beaucoup regarder des séries également et, euh, et des réalisateurs et tout ce qu'il y a autour du monde du cinéma. Donc, pour moi, la chronique Agent Double, c'est une des nombreuses façons qu'il y a de jumeler ma passion des comics et des adaptations avec ce monde du cinéma qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'aime beaucoup découvrir les rôles, les petites anecdotes de chaque rôle, etc. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai là-dessus. Ouais, donc on rappelle qu'Agent Double, c'est une de nos 5 chroniques mensuelles, donc qui sont vraiment notre contenu original avec une manière assez parfois atypique d'aborder certains sujets. Et tu sais expliquer un peu en quoi consiste Agent Double, Marlon? Oui, bah oui, tout à fait. Donc, Agent Double, en fait, on a tous les mois, on choisit un acteur ou une actrice. Et en fait, on dissèque un petit peu ces deux rôles principaux de comics, parce que souvent on en a deux, même s'il y a certaines particularités qui font qu'il y a des acteurs qui ont trois ou quatre rôles de comics chacun, mais souvent on se limite à deux. Et en fait, on dissèque un petit peu ces rôles, les différences entre ces rôles et les points communs, etc. On essaie de trouver des anecdotes sur ce que l'acteur a pensé du rôle, s'il aimerait bien le réincarner, etc. On essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail de, de, de la création, enfin, de comment l'acteur a prévu de jouer le personnage, etc. Et donc vous retrouverez Marlon sur Agent Double ici sur les 4 premiers mois de l'année 2021. Aude, c'est ton contenu abonné préféré, c'est lequel? Du coup, je rejoins un peu Marlon, mais en élargissant. C'est-à-dire que moi, je prendrais toutes les chroniques ciné, télé, UDC dans leur ensemble, c'est-à-dire Power Girl, Darkseid, Agent Double, Comics Out. Euh, pour une raison très simple, c'est que c'est un contenu qui est pour le coup 100% original. C'est-à-dire que là, on réfléchit tous les quatre et on décide des thèmes, etc. Il y a un gros travail de recherche, en tout cas pour ma part, parce que c'est pareil pour vous. Dans la rédaction, on s'investit vraiment énormément dans la rédaction de ces contenus qui sont aussi un peu plus longs que les autres, tels que les conseils, les focus, etc. Et je trouve que c'est vraiment pour le coup l'identité, en tout cas la future identité ou l'identité qui est en train de se former du site. Ces contenus originaux et poussés sur des façons d'aborder aussi voilà, des thèmes de façon un peu originale, comme tu le disais. Donc moi, je prendrais les quatre à la fois. C'est une très bonne explication de la démarche générale de ces chroniques. Est-ce que Max a choisi aussi une chronique? Eh bien oui, tout à fait. Moi, j'ai choisi une chronique qui est un peu différente, c'est The Dark Side. Pourquoi? Parce qu'elle me rappelle énormément une chronique que je faisais à la base qui s'appelait Le Divan des héros, dont il y a pas eu de sortie de nouveau numéro depuis un certain temps. Ça arrivera, ne Et vous inquiétez pas. il faut jamais dire jamais, bien sûr. Et l'intérêt est pour moi est que on prend justement un personnage qui d'apparence a tout pour être détesté. Et en fait, on arrive à travers différentes recherches sur le personnage, à savoir vraiment bah, c'est qui il est, pourquoi il est considéré comme un méchant, comme un antagoniste à nos héros. Et finalement, on se finit par se poser cette question, à savoir s'il est vraiment aussi méchant que ça. Et du coup, vraiment, ça me rappelle la chronique que je faisais avant, que j'aimais beaucoup faire sur la psychologie des héros et des méchants. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur cette chronique quand je travaille dessus. Après, c'était difficile de choisir parmi les autres éléments, enfin les autres contenus abonnés que je pouvais choisir, mais c'est vrai que The Dark Side se démarque un peu.
En plus, il y a vraiment moyen de retourner le cerveau hein, sur la dernière partie, C'est vrai. de se dire au lecteur, ouais, mais en fait, est-ce que c'est pas un gentil? Donc, parfois, c'est un peu borderline, hein, mais bon, C'est vrai. mais c'est ça qui est cool. Si vous voulez plus d'infos sur tous ces contenus, naturellement, vous pouvez aller sur le site. Mais l'avantage, c'est qu'il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous explique justement tout ce qu'il y a dans les Jeunes Titans et on passe vraiment le temps de pouvoir expliquer chacun des plus de 19 articles par mois quand même. Donc là, on vous a vraiment survolé qu'une petite poignée d'articles, hein. Mais il y en a vraiment d'autres, dont notamment les Focus, par exemple. Je vous le cite comme ça parce que c'est un des derniers que j'ai écrit et c'est vrai que je m'éclate assez là-dessus aussi parce qu'on peut parler de sujets un peu plus vastes et vraiment, du coup, un peu comme dans les chroniques, du coup, on va vraiment mettre notre expertise en avant. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pas juste pour vous traiter des news ou faire des ordres de visionnage, qui sont aussi une partie de l'expertise, mais c'est justement de pouvoir étaler cette expertise dans différents domaines et différents formats. Justement, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait en général et qu'est-ce qu'on va faire, on vous tease un petit peu les plans ici de l'univers des comics à l'avenir et on l'espère pour l'année 2021 du coup. On va certainement devoir vous demander votre participation ici début 2021 car on a quand même un gros projet multi-site en réalité. Donc le site L'Univers des Comics Ciné TV, donc vous avez peut-être pu voir le changement de bannière début de saison, ne sera plus que un des sites. On aura 5 sites au total, auxquels s'ajoutent bien sûr les podcasts que vous écoutez actuellement, la chaîne YouTube. Il y a du lourd qui arrive et on est dans les estimations, on n'est qu'à 20% de notre potentiel de contenu écrit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont encore arriver pour l'univers des comics. Et on compte sur vous pour pouvoir interagir aussi et faire partie de cette Ligue UDC qui est disponible sur notre Patreon. Alors, on va refaire un petit tour de table vite fait pour le mot de la fin d'aujourd'hui, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette conversation. Un mot de la fin, écoute, moi je trouve qu'on a fait de bonnes sélections aujourd'hui. Tous, ça reflète extrêmement bien, je trouve, nos personnalités à chacun. C'est-à-dire on est passionné par la même chose, mais on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt non plus à l'intérieur de cette passion. Et c'est ça qui fait la variété et la densité et la richesse du site. Et ça augure de bonnes choses pour la suite, parce qu'effectivement, comme tu le disais, en termes de contenu, en termes d'idées, on n'est pas les derniers à en avoir. Et avec un petit coup de pouce des gens qui nous suivent, on va faire de grandes choses et ça sera super cool. Parce qu'on fait ça aussi pour donner du plaisir aux gens qui lisent, quand ils regardent des séries, quand ils font du cinéma. Et c'est chouette d'avoir des retours et de se dire qu'on fait pas ça pour. Ok, Max. Bah, je suis assez d'accord avec Aude, hein, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. On a vraiment une approche tous un peu différente du comics. On n'aime pas les mêmes choses, mais on se retrouve tous sur cet amour commun du comics, sur cet amour commun des adaptations. Et je trouve intéressant, effectivement, c'est ce qui fait notre force aussi, cette différence, c'est on a différentes visions et ça nous permet vraiment de créer du contenu de qualité parce que c'est un contenu qui n'est jamais une vision unilatérale des choses, qui a toujours différents angles d'approche. Et donc, je trouve que notre différence ne fait qu'améliorer le contenu qu'on peut vous proposer. Marlon, c'est la troisième fois que tu fais partie de ce podcast. Qu'est-ce que tu penses du podcast en général et un petit mot de la fin et du coup pour l'année à venir? Bah écoute, je m'amuse bien. On passe des bons moments. Je trouve que les podcasts, ils sont quand même assez. Enfin, moi, c'est un exercice que j'aime bien faire. Il faudrait que je m'améliore, bien entendu. Mais je pense que ça peut être assez drôle à écouter. Et pour ce qui est du mot de la fin, je sais pas, de la même manière qu'au démat, hein, je vais pas leur faire l'affront de répéter la même chose, mais je suis hyper content de faire partie de cette aventure-là. Il y a plein de choses de prévues. Et puis j'ai hâte qu'on puisse les montrer, quoi. Ça va être vraiment cool, vraiment diversifié. Et puis, bah écoute, on verra bien ce que le futur nous réserve. Et toi, Timo?
Alors, forcément, c'est toujours un plaisir de faire ce podcast. Je vais vous teaser un petit peu les contenus qui vont arriver sur le podcast au mois de janvier. Donc au mois de janvier, on va continuer un épisode sur 2 avec les artistes et les artistes et les auteurs de comics. Donc, Max nous présente. Ici, on parlera de Vita Ayala au mois de janvier. Donc, si vous connaissez pas, rendez-vous le 9 janvier. Et alors, nous aurons aussi une nouvelle série de contenu original pour l'autre épisode sur 2, où là, je vous parlerai des éditeurs. Donc, moi, je vous parlais notamment de Valiant Entertainment le 23 janvier. Donc, rendez-vous à ces dates-là. Et sinon, si vous voulez pas louper les sujets des podcasts avant la sortie, en fait, on vous le dit notamment pour les Fantastiques Gardiens et les Lanternes de la Galaxie sur notre Patreon. Et bien sûr, ce n'est pas la seule chose auquel vous avez accès. Vous pouvez vous-même donner répondre à des sondages pour donner votre opinion sur les prochains sujets. Et bien sûr, vous avez accès à tout le contenu original du site dont on a déjà un petit peu parlé. Et voilà, encore merci de nous suivre. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout cela et c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire grandir cette communauté. Et donc sur ce, du coup, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt. Ciao, ciao.